passer à la deuxième question. Et à titre de chef du Parti conservateur du Québec, quels sont les 3 éléments les plus importants de votre programme économique en vue des prochaines élections fédérales? J'espère que c'est l'élection provinciale. Oui, oui, oui. Ça va de soi. Bon, alors, 3 choses pour moi. D'abord, des baisses d'impôts pour les entreprises. Deuxièmement, déréglementation. Et troisièmement, les monopoles d'État. D'abord, les baisses d'impôts pour les entreprises. On a actuellement au Québec un taux d'impôt des entreprises, des grandes entreprises, de 11,9 %. Ce n'est pas le plus élevé, mais on n'est pas loin d'être les premiers là, en termes d'imposition. Les gens vont dire, bah, c'est ça, Pouillat, c'est un homme d'affaires qui veut baisser l'imposition des entreprises, mais il faut comprendre qu'une entreprise, finalement, c'est un nœud de contrat entre, d'une part, des consommateurs qui vont acheter des produits et des services, puis d'autre part, les fournisseurs, soit les travailleurs, soit les fournisseurs de matériaux ou de services, et les fournisseurs d'argent, de capital, de prêt. Et ça, ce nœud-là, là, si on met de l'impôt là-dessus, tout ce que ça fait, cet impôt-là est transféré soit sur le dos des travailleurs, l'entreprise a moins d'argent pour payer ses travailleurs, soit que c'est transféré sur le dos des investisseurs, pas capables de payer de dividendes parce qu'ils sont obligés de payer de l'impôt, ou soit c'est transféré sur le dos des fournisseurs. Alors, quand on coupe l'impôt des entreprises, c'est pas l'entreprise qui s'enrichit, c'est tous ces gens-là, soit que le consommateur va payer moins cher son bien, soit que l'employé va faire plus d'argent, va avoir une meilleure augmentation de salaire, soit que le fournisseur va être capable de charger un peu plus cher. Alors donc, c'est ça qui fait que les baisses d'impôts, finalement, c'est pas les entreprises qui en profitent, c'est tout le monde qui en profite. Mais aussi, je baisserais les subventions. On a au Québec, on paye en termes de subventions d'entreprise 4 fois plus per capita que l'Ontario. Et moi, je pense que les entreprises sont capables de se débrouiller. Donc, on leur dit, on baisse les subventions, mais on baisse vos impôts et que le meilleur gagne. Deuxièmement, le vaste exercice de déréglementation. M. Brisson en a parlé tantôt. Il faut baisser le coût de faire affaire au Québec et nous rendre plus concurrentiels. Évidemment, je ne parle pas de tout déréglementer, là, parce que là, quand on parle de déréglementation, les journaux vont dire « Ah, ben c'est ça, là, il n'y aura plus d'inspecteurs pour la viande, puis on va tous mourir d'empoisonnés. » C'est pas ça que je dis. Mais il faut se rappeler que le gouvernement émet 9 millions de permis par année. Et selon le rapport Audet, il y a 35 millions de formalités qui sont remplies par année au Québec à cause de la réglementation du Québec. C'est quand même hallucinant, de 35 millions de formalités par année. Alors donc, évidemment, il y a un coût à ça, 1,5 milliard selon le rapport Audet. Donc, et moi, je ne parle pas seulement de réduire le nombre de formalités en disant, au lieu de faire 6 rapports, vous allez en faire 3, mais on consolide tous les rapports. Moi, je parle vraiment de diminuer la réglementation. Troisièmement, des monopoles d'État plus performants. Donc, concurrence, soit qu'on fait de la gestion déléguée, soit qu'on réglemente basé sur la performance, et aussi les syndicats qui sont au service des syndiqués. Oui. Alors, évidemment, je garde toujours la même ligne, évidemment. Un des premiers points importants, ça va être la démonopolisation de l'État dans plusieurs secteurs. Ce n'est pas tous les secteurs à la fois qui vont être touchés, c'est impossible de tout faire. Alors, comme l'a dit M. Pouillat, c'est impossible de tout déréglementer d'un coup. Alors, il faut faire la différence aussi entre des règlements qu'on met pour se protéger, comme sur l'alimentation par exemple, et des surrèglements qui servent à plutôt protéger les marchés et qui gèrent même le contenant et le contenu du produit qu'on a. Alors, c'est tout le travail qu'il va falloir faire à ce niveau-là. Du point de vue de démonopolisation de l'État, ça amène le point Hydro-Québec, bien sûr. Et je ne parle pas de privatiser Hydro-Québec non plus. Mais démonopoliser Hydro-Québec, ça veut dire de permettre à des petites entreprises, par exemple, de pouvoir se partir une centrale énergétique d'appoint, par exemple, pour une région. Comme là-dessus, cette semaine, le maire est sorti dans les médias avec raison. Alors, ils ont besoin, eux, de cette énergie. Mais là, ils payent pour la mauvaise gestion d'Hydro-Québec globale, qui a un surplus d'énergétique parce qu'ils l'ont mal géré. Je crois que cette semaine, en plus, ils ont acheté de l'électricité aux États-Unis. Développement énergétique, ça veut dire aussi d'exploiter nos ressources naturelles. Et ça peut très bien se faire autant les énergies fossiles que les énergies éoliennes, peu importe, ou minéralogiques, secteur des mines, puis respecter l'environnement aussi. On a des lois environnementales, mais ça va être le principe de l'État actuellement, c'est déresponsabiliser, de même faire respecter ces lois-là.
Des réglementations aussi, c'est pour les entreprises privées, mais c'est aussi pour le secteur agricole. Alors, on a toute l'histoire des quotas qu'il faut revoir, l'histoire des règlements, de la surréglementation aussi, la même chose dans le secteur agricole qui augmente les coûts de fabrication et de distribution des produits alimentaires. Alors qu'on s'est fait des systèmes de quotas et de règlements en agriculture pour se protéger, pour protéger le marché, curieusement, ben, nos marchés en arrachent encore, ils sont en baisse et sont en perte de vitesse. Donc notre autonomie alimentaire, on est en train de la perdre de toute façon. Donc il faut vraiment s'attarder à faire le point là-dessus. Et développement énergétique, ça veut dire d'avoir un plan et une vision de développement énergétique aussi, au-delà d'un terme de 4 ans. Ça va prendre maintenant des plans de 10 ans de développement, et ceci en partenariat avec des entreprises qui vont venir dans le futur bientôt. Parce qu'on parle souvent d'extraction de minerais, mais la transformation, c'est vrai que ça fait défaut au Québec. Puis, il faut vraiment toucher au secteur de la transformation et en avoir plus de ce point de vue-là, mais ils vont avoir besoin d'énergie. Parce qu'on n'est plus à l'époque de seulement faire fondre un certain minerai pour en extraire le contenu. Il y a des alliages nouveaux maintenant qui nécessitent autrement plus d'énergie que ça. Alors voilà, merci. Monsieur, je vais à 30 secondes. Okay. Bonne idée, ça. Comme ça, je vais. Parce que là, je suis en train de me faire une tendinite. OK, alors un coup de gong, 30 secondes. OK? Je suis toujours un petit peu inquiet quand j'entends parler de plan, de replanifier. Moi, je pense qu'il faut le plus possible laisser aller le marché. Donc, des plans de 5 ans, 10 ans, des plans quinquennaux, c'est ce qu'on entendait à Russie, on sait qui est arrivé à l'URSS. Je veux revenir par contre sur la question des monopoles d'État. Il y a plusieurs façons de regarder ça. Je pense qu'une erreur, on a parlé souvent de privatiser la SAQ. Si on privatise la SAQ, moi je voudrais l'acheter. Parce que d'avoir 1 milliard de profits garantis à chaque année, là, je serais bien content. Donc, donner un monopole, privatiser la SAQ pour donner le monopole à quelqu'un dans l'industrie privée, c'est pas bon. Ce qu'il faut vraiment, dans le cas de la SAQ, c'est de créer la concurrence, comme le dit Daniel, soit en permettant la construction de petites centrales ou en permettant à des concurrents d'entrer dans le marché. Ça implique un problème au niveau de la distribution. Il faut trouver une façon que Hydro-Québec ne dise pas « Ah ben là, c'est drôle, c'est dommage, mais j'ai plus assez de fils pour transporter l'électricité qui est faite dans la petite centrale privée qui me fait concurrence. » Donc, il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Mais donc, la concurrence, c'est une façon. L'autre façon, ça peut être la gestion déléguée, ou par exemple, la STM à Montréal ou la Société de transport de Québec pourrait dire « Ok, moi, je fixe les normes et maintenant, je permets à des gens de soumissionner pour prendre telle ligne d'autobus puis la faire elle-même. » Donc, on a vu ça, par exemple, à Heathrow, à l'aéroport Heathrow en Angleterre, dont la Caisse de dépôt est actionnaire. Donc, ça, c'est une façon de le faire. Ou encore, il faut réglementer basé sur la performance quand il y a des monopoles, parce que Hydro-Québec a un monopole naturel. Donc, il faut réglementer basé sur la performance et non aujourd'hui, et non faire comme aujourd'hui, où on réglemente Hydro basé sur les coûts. Plus les coûts augmentent, plus ils peuvent charger cher. Alors, il n'y a pas un gros incitatif à baisser les coûts. Alors, donc, il faut faire attention à la façon qu'on fait ce changement-là. Merci, monsieur. Oui. Alors, je n'ai pas peur d'affirmer que pour certains secteurs comme l'énergie, ça va prendre des plans quand même. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas tout planifier non plus, et ça, c'est un des problèmes de l'État qui essaie de tout planifier. Mais pour certains secteurs, entre autres l'énergie, c'est un problème. Il faut vraiment avoir une vision haute à court terme, parce que, bien souvent, que ce soit les besoins énergétiques d'une nouvelle centrale ou peu importe, de toute façon, c'est des projets, des fois, ça peut prendre 10 ans, 15 ans à bâtir. Donc, il faut avoir cette vision-là énergétique, et c'est pas facile à avoir, ceci dit. Il n'y a pas de magie là-dedans. Et un des problèmes qu'on a actuellement, c'est le manque de transparence aussi d'Hydro-Québec. Alors, on a de la misère à savoir vraiment ce qui se passe, et c'est quoi l'état du réseau. Et c'est vraiment problématique cet aspect-là, parce que Hydro-Québec, sur leur propre site, parle d'une valeur estimée de 65 milliards. OK? Mais ils ont une dette de 38 milliards. Voilà. Et la valeur estimée, c'est basé sur quoi? C'est basé sur des normes, genre acceptables ou correctes selon la norme du marché. Mais quelle norme? C'est eux autres qui l'ont fixé un peu. Donc, c'est pas clair, et on a même la misère à savoir c'est quoi notre valeur de notre actif. Alors ça, c'est le genre de questions qu'il va falloir se poser. Et la transparence
et ça voit avec tous les changements qu'on a à faire. Dans l'État gouvernemental ou public québécois, actuellement, c'est un problème. Il faut avoir les vraies données. Et actuellement, c'est vrai qu'il nous manque des données pour tout, pour savoir vraiment le portrait réel. On a de la misère à l'avoir. Et Hydro-Québec en est le meilleur exemple. Alors, si on parle de SAQ, je suis d'accord avec M. Pougat là-dessus. SAQ, c'est pas tout privatisé non plus. Mais eux autres, même, il y a des succursales qui veulent vendre. Mais ouvrons des wine stores, permettons à des entreprises privées d'ouvrir leur wine store dans ces secteurs-là. On va avoir la même distribution et on va être très bien servi là-dessus.